Mesdames, Messieurs, bonjour, merci beaucoup. Je suis un peu impressionné par l'affluence, hein, donc, bon, donc nous allons parler donc, pendant quelques temps ensemble, optimiser la logistique de l'économie circulaire. Alors, ignorant le degré de connaissance des membres de l'auditoire, oh non, des membres de l'auditoire, bon, j'ai préparé une présentation qui repart du début depuis la définition de ce qu'est l'économie circulaire. Voilà, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on désigne sous ce terme parfois un peu galvaudé, un peu technocratique? Bon, si on reprend exactement les termes tels qu'ils sont repris dans les documents officiels, l'économie circulaire, ça consiste, comme vous le voyez, à produire des biens et des services en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production de déchets. Donc en fait, on veut passer du tout jetable à une économie qui va réutiliser, qui va recycler, qui va remettre en service des produits dans leur utilisation d'origine ou au contraire pour un autre usage. Donc c'est préserver les ressources, notre environnement, notre santé, etc. Alors c'est important parfois de revenir à la base, parce que bon, les termes peuvent parfois être ressentis comme du jargon technocratique. On va voir ensuite derrière d'autres termes qui sont utilisés, qui sont les composantes de l'économie circulaire. Et pourtant, c'est clairement dans l'air du temps aujourd'hui, c'est de pouvoir réutiliser les produits plutôt que de prendre, de consommer, de jeter, avec tous les problèmes que ça peut engendrer en termes de santé, en termes d'environnement, donc sur tous ces éléments-là. Donc bon, quand on va un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, il y a plusieurs piliers qui correspondent à cette notion d'économie circulaire. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun d'entre eux, hein, parce que bon, on y prendrait là, beaucoup plus que l'heure qui m'est allouée. Hein, donc l'économie de la fonctionnalité, l'éco-conception, l'approvisionnement durable, l'économie responsable, allongement de la durée d'usage et prévention, gestion et recyclage des déchets. Non, notre propos va se focaliser essentiellement sur prévention, gestion et recyclage des déchets. Simplement, au simple énoncé de ces différents domaines, on se rend compte que l'économie circulaire, ça commence depuis la conception du produit, la conception du service, jusqu'à sa fin. La fin n'étant d'ailleurs pas définitive, puisque derrière, il y aura un recyclage, une nouvelle vie qui va être donnée. Ah, donc on voit que l'économie circulaire, bon, elle est vraiment circulaire dans le sens où elle tourne sans arrêt, etc. Mais pour nous qui souhaitons parler d'un point de vue plus logistique, c'est vraiment la case prévention, gestion et recyclage des déchets qui est importante, parce que bon, c'est là que nous avons la possibilité d'apporter des éléments de réponse, de proposer des pistes d'amélioration. Alors je suis désolé, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas mettre beaucoup de chiffres dans ma présentation, mais enfin bon, parfois il faut en donner. Hein, donc en fait, au niveau des déchets, on voit, ce sont des chiffres qui ont été fournis par l'ADEME. Alors bon, vous allez me dire, ils datent un peu, c'est donc des données de 2016, mais depuis lors, il n'y a pas eu d'évolution importante au niveau des, tout au moins en proportion. Et donc on voit quand même que les déchets de construction représentent quand même la part majeure de tous ces déchets du bâtiment et des travaux publics. Alors on voit déchets des activités économiques, bon, pour 66 millions de tonnes, oui, voilà, 66 millions de tonnes. On voit donc les ordures ménagères, cet ensemble de choses sur lesquelles d'ailleurs il y a aussi beaucoup de choses d'optimisation qui peuvent être lancées. Et les déchets de construction, 224 millions de tonnes, c'est le gros morceau. Et donc, bien entendu, ce sont des déchets qui portent sur les déchets du bâtiment, des travaux publics, hein, donc tout un ensemble de choses qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Hein, auparavant, ils existaient, ces déchets. Hein, bon, et simplement, ils n'étaient pas gérés de la même façon. Et depuis là, il y a eu quand même des évolutions très importantes qui sont dues essentiellement, et là, j'ai préparé une petite slide à ce niveau-là, les réglementations. Alors, les réglementations... mon grand âge me permet de me souvenir de ce qu'était le transport, enfin le règlement des déchets dans les années 80-90. C'était très empirique. En fait, hein, il y avait vraiment des petites entreprises qui ont été pionnières dans la gestion on dit gestion des déchets. À l'époque, il n'était pas question d'économie circulaire ni ce genre de choses. Hein, on faisait au mieux. Il n'y avait pas ou peu de réglementation.
Bon, il y avait des gens qui le faisaient plus ou moins bien, mais bon, très vite est apparue quand même la nécessité de pouvoir mettre un cadre réglementaire, un cadre juridique, pour qu'on puisse vraiment régler cette question de l'économie circulaire. Heureusement, parce que bon, en fait, aujourd'hui, on serait débordé par les masses, hein, les volumes que ça représente. Donc ça a été mis en place. Alors on a repris les plus récentes ici. Donc en juillet 2016, vous voyez la gestion des 5 flux. En fait, on trouve là les grands flux de déchets, papier, carton, bien entendu, les métaux, les plastiques, le verre, le bois. Entre-temps, dans les années 2020, début des années 2020, on a des grands textes, des textes fondateurs, hein, la loi AGEC en particulier, anti-gaspillage pour l'économie circulaire. C'est la première fois qu'on voit d'ailleurs apparaître économie circulaire dans un texte de loi. Donc là, si on prend au niveau local, il y a une déclinaison, parce qu'à côté de ces grands textes qui ont trait à l'échelon national, eh bien, il y a également des déclinaisons locales au niveau des régions, au niveau des métropoles, au niveau des villes même parfois. Donc là, ici, pour la MEL, c'est la métropole européenne de Lille, il y a un plan climat, air, énergie territoriale qui est mis au point, qui reprend quelques-uns de ces aspects pour pouvoir ordonner l'AGEC sur le territoire de la métropole. Donc la même chose, on retrouve ici économie circulaire pour les 5 flux prioritaires. Les matériaux de construction, bien entendu, font partie de ces matériaux prioritaires, puisque par la masse qu'ils représentent. En juillet 2021, on voit s'ajouter aux 5 flux d'origine, on voit les plâtres et les fractions minérales qui viennent s'y ajouter. En 2025 au plus tard, il y aura également les textiles qui vont venir s'y rajouter. Et textile, c'est pas simplement un type de tissu, c'est textile, c'est une gamme à elle toute seule de produits. Et ça va être encore une complexification du cadre. Et depuis 2022, on a quand même la responsabilité élargie du producteur, hein, donc transposition AGEC dans le bâtiment. J'ai reçu, là, j'ai des travaux à faire chez moi. J'ai reçu l'autre jour, pour une fenêtre, en effet, vous avez le coût du produit, la main-d'œuvre, et vous avez une participation, justement, aux frais de recyclage, etc. C'est pas énorme, mais enfin, ça prouve quand même que maintenant, c'est rentré dans les mœurs, et puis c'est décliné au niveau individuel. Alors, qu'est-ce que ça aboutit, donc tous ces éléments, etc. Les expériences empiriques qui ont été menées au début des années 2000, en fait, ils se sont maintenant beaucoup ordonnés. Hein, donc en fait, on a une nouvelle filière pour laquelle la logistique est vraiment très très importante. Pourquoi elle est importante, la logistique? Parce que c'est des flux très importants, donc des volumes, et d'autre part des produits qui ont une très faible valeur intrinsèque. Les déchets en eux-mêmes, alors bien entendu, ils n'ont plus une valeur zéro comme c'était dans le temps, mais enfin c'est quand même très peu, la valeur est quand même relativement faible, avec des masses par contre énormes, et donc bien entendu pour ça, dans ce genre de schéma, le poids de la logistique par rapport aux autres coûts est prépondérant. Donc c'est-à-dire que si on réalise 10% d'économie sur le coût logistique pour ce genre de matériaux, c'est plus que si on réalise 10% pour un matériau qui a une grande valeur. Parce que là, bien entendu, on parle sur une fraction encore plus importante. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces entreprises du BTP, les chantiers divers, aussi bien privés que communautaires, hein, quand on recycle une rue, quand on remet un ensemble immobilier, plus dans le cadre de la rénovation urbaine, etc. Eh bien tout ça, ça génère des déchets qui sont triés plus ou moins sommairement sur le site. Et ça, c'est un problème dont on va reparler ensuite. Pour venir sur des plateformes de groupage, hein, des deux côtés. Et bien entendu, ces plateformes de groupage, qu'est-ce qu'elles font? Elles effectuent un tri des matières, parce que lorsque ça arrive, il y a eu un tri sommaire, mais qui doit être affiné. Parfois, une partie des produits peuvent être recyclés sur place, hein, donc ça c'est le cas idéal, mais aussi derrière, il y a des transferts de différentes matières qui sont opérés vers des plateformes spécialisées. Parce que ça, les entreprises qui reçoivent, les plateformes qui reçoivent, elles sont habilitées à traiter certains types de déchets, mais pas la totalité. Elles n'ont pas les process pour ça. Et quand on parle de déchets, on doit le mettre entre guillemets, parce qu'en fait, ce sont des produits qui sont souvent très complexes, et sur lesquels il faut faire des efforts, etc., pour voir dans quelle mesure on peut les valoriser au mieux. Et donc, bien entendu, même si ça arrive à un endroit, etc., ça peut arriver ici, finalement, ils vont être réenvoyés vers un autre site où ils vont pouvoir être valorisés ou réutilisés dans de meilleures conditions, à de meilleurs coûts, et pour produire un produit fini qui sera plus intéressant. Donc là aussi,
ce sont, dans la plupart des cas, dans la quasi-totalité des cas, des produits en vrac. Donc là, bon, on est vraiment dans... Alors bon, on l'a mis dans une cartouche pour bien mettre. Donc, faible valeur des matériaux, l'effet de volume. Donc en fait, le mot magique, là, c'est massification. Il faut massifier. Si on ne massifie pas dans ce domaine-là, c'est vrai dans d'autres domaines logistiques, hein, pour les conteneurs, etc. Mais là, même pour le vrac, surtout en matière de produits économie circulaire, il faut massifier. Donc bon, je rappelle, là, ici, on fait gros volume et valeur faible. Alors, s'il existait une recette miracle applicable partout, vous imaginez bien que je ne serais pas aujourd'hui là ici à vous l'expliquer. Hein. Je serais sous les cocotiers à profiter de mes rentes. Hein, et bon, simplement ici, donc, ce sont quelques pistes qui sont données. Bon. Vous imaginez bien que lorsqu'on doit trier des produits, même si on décide qu'on va se spécialiser dans 2 ou 3 types de produits, parce qu'on ne veut pas se faire sur toute la gamme, ce sont des activités qui prennent énormément de place. Bien entendu, le foncier, quelles que soient les régions, mais bon, encore plus dans les Hauts-de-France, le foncier, bah, c'est vraiment coûteux, c'est rare, et donc bon, quand on a besoin de beaucoup de surface, ça peut poser des problèmes. Donc, bien entendu, toujours faire en sorte de massifier pour pouvoir mettre le plus de volume possible sur la surface la moindre possible. Après, multimodalité. Alors vous allez me dire, c'est normal, il représente un port. Et donc bon, je suis là également pour développer le transport fluvial. Simplement, lorsque vous avez un produit qui existe en volume important, donc très massifié, avec une faible valeur intrinsèque, le mode de transport idéal, bah, c'est la voie d'eau. Pourquoi? Parce que la voie d'eau, c'est le seul mode de transport pour lequel le poids n'est jamais un problème. Au contraire, plus c'est haut, plus c'est lourd, mieux c'est. Hein, le problème qu'on a parfois, c'est ce qu'on appelle le tirant d'air pour passer sous les ponts. Là, au contraire, on enfonce le bateau avec le poids du matériau en vrac. Là, on passe. Et surtout cette année, il y a de l'eau sous la quille, il n'y a pas de souci. Et d'autre part, bon, la faible valeur du produit fait aussi que le transport fluvial étant moins cher que ses concurrents routiers et même ferroviaires, eh bien, si on a la possibilité d'utiliser la multimodale, eh bien, il ne faut pas se priver. Hein. Donc bon, c'est vraiment le deuxième levier sur lequel on doit agir. Et on verra tout à l'heure pourquoi bon, nous sommes assez avancés sur cet aspect-là. Après, mutualisation. Là, je disais, en effet, si vous voulez utiliser le vecteur fluvial, il faut que vous ayez les volumes importants. C'est pas la peine d'envoyer un demi-bateau, ça ne sert à rien. Parce que là, bon, vous perdez ce que vous voulez. Il faut vraiment assurer le remplissage maximum des moyens de transport. Eh bien, collaborons entre les différents acteurs. Alors, parfois, ces acteurs peuvent être en effet concurrents sur certains segments, etc. Mais bon, parfois, pour certains types de produits, ils ont intérêt à collaborer ensemble pour assurer un remplissage total du moyen de transport, mutualisé, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir utiliser ces modes de transport. Et d'autre part, si on a demain une spécialisation qui se met en place en disant telle entreprise, elle sera plus spécialisée sur les bois, le verre, le carton, telle autre plutôt sur les plastiques, les papiers, etc. Bon, le fait de pouvoir travailler ensemble, ça permet aussi peut-être de générer des flux d'échanges entre les deux entreprises, bon, justement pour être plus efficace. Et en sorte, bon, bien entendu, faire en sorte de ne pas avoir transporté des produits qui peuvent trouver un usage local, en fait, c'est ce qu'on appelle le réemploi. Et c'est une piste qu'on n'a pas encore beaucoup explorée aujourd'hui, parce que bon, généralement, on est une société où on aime bien du neuf, etc. Bon, maintenant, par contre, bon, on se rend compte que certains produits peuvent être retrouvés sur place un usage, et bon, ça évite dans ce cas-là de le transporter, de le traiter, etc. Alors ça, c'était en quelque sorte pour brosser le tableau, hein, indiquer ce qu'est l'économie circulaire, comment ça marche, qu'est-ce que ça implique et quels sont les problèmes, les pistes auxquelles on va s'adosser maintenant. Alors nous, en tant que Port de Lille, nous avons décidé très rapidement de nous intégrer dans cette filière économie circulaire. Sur les ports de Lille, comme vous le voyez, ce n'est pas un nombre énorme d'entreprises, parce que dans cette filière, les entreprises se sont globalisées, elles se sont rassemblées les unes les autres, elles se sont étoffées, et donc il n'y a pas 250 000 acteurs, hein, en fait. Donc là, on a 13 entreprises, il y a des grosses, il y a des très grosses, il y a des petites, très peu, hein, mais bon, c'est ces 13 entreprises, quand vous voyez tout de suite, bon, pratiquement plus de 2 200 000 tonnes. Donc bon, chaque année, ça c'est le trafic annuel chaque année pour générer par ces 13 entreprises. Si j'y ajoute même
4 entreprises du BTP qui se rattachent à l'économie circulaire. La frontière entre les deux, elle est parfois un peu subtile, hein. Bon, de toute façon, une entreprise qui travaille dans le BTP, dans la mesure où elle doit assurer elle-même aussi le fait d'évacuer ses déchets, de veiller à ce qu'ils soient... Bon, ils sont dans l'économie circulaire de fait. Bon, là, j'ai maintenu quand même une certaine césure entre les deux, mais enfin bon, là, si je rajoute ces 4, ça fait pratiquement 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes sur un trafic total de 9 millions de tonnes. Ça veut dire qu'un tiers du trafic, port de Lille, c'est de l'économie circulaire. Alors, je n'ai pas de chiffres des années 80, 90, bon, avec ce, mais je suis certain que bon, ça a quand même beaucoup augmenté. Et je suis prêt à parier que d'ici une dizaine d'années, on aura encore une proportion encore plus importante. Alors ça, c'est dans l'air du temps. Alors, je vous ai dit aussi, il faut pouvoir massifier, il faut pouvoir aussi jouer de l'aspect multimodal, donc le fluvial. Eh bien, quand on voit ce que ça donne, si on reprend les mêmes entreprises, hein, je reprends les mêmes que sur la slide précédente, on a pratiquement 1,5 million de tonnes qui passent par la voie fluviale, surtout si on y ajoute les 4 entreprises du BTP, sur un chiffre total de 2,3. Donc en fait, on voit on est toujours plus ou moins entre un quart et un tiers des volumes pour l'économie circulaire. Et ça également, bon, de plus en plus, bon, c'est quelque chose qui s'est beaucoup augmenté. Sur le trafic fluvial, on a vu en particulier l'économie circulaire. On a plusieurs acteurs très importants qui sont situés sur le port de Sante, hein, qui se situe à côté de Lille. Et on a vu en quelques années le chiffre du transport fluvial sur le port de Sante qui a explosé. C'était multiplié par 4 en 5 ans. Alors on a eu en effet un nouveau client dans le domaine du conteneur, mais également l'économie circulaire a apporté sa contribution de façon très importante. Alors quand on fait la distinction entre les différents types de produits, hein, donc bon, je vais essayer de ne pas m'embrouiller moi-même parce que je suis un peu daltonien, hein, mais enfin bon. Donc là ici on a tout ce qui est le recyclage matériaux de construction BTP, etc. On voit, bon, ça représente plus de la moitié. On a le recyclage des métaux. Ah, donc bon, le ça doit être... Non, ça c'est le recyclage des terres ici. Hein, des terres, bon, parfois les gens qui ne sont pas dans le métier, ils ont recyclé de la terre. Ah oui, mais c'est très important de recycler la terre, parce que bon, les terres, suivant l'endroit d'où elles viennent, il peut y avoir dedans des pollutions d'hiver, il peut y avoir des tris à effectuer. Dans tous les cas, c'est un marché très important. Et d'ailleurs, le traitement des terres, c'est un process chimique et physique très compliqué. Hein, donc en fait, bon, lorsqu'on a face à nous des gens qui travaillent dans ce domaine-là, on est toujours bluffé par la technicité du milieu. Bon, recyclage des métaux, ça aussi, vous voyez, ça fait partie de cette fameuse liste des 6 ou 7 qui doivent être recyclés. On a mis ici les ordures ménagères, bon, même si c'est un peu particulier, et ici les divers, parce que bon, il y a des choses, des plastiques, des matelas. Hein. Sur le port de Sante en particulier, il y a aussi une société qui recycle les matelas. Alors, au début, on s'était dit, les matelas, recycler les matelas, mais les matelas, quand vous voyez le nombre de produits qui interviennent dans la confection d'un matelas, et bah, en effet, plutôt que de le laisser traîner dans les fossés comme on le voyait quand j'étais gosse, eh bien bon, c'est recyclé, il y a des textiles, il y a de la ferraille, il y a les ressorts, il y a du plastique, il y a vraiment toutes sortes de choses. Et bon, bah, ça c'est également ce genre de produits qui doivent être recyclés demain. Bon, on va voir sans doute arriver au fur et à mesure que les lois, les réglementations vont se renforcer, des produits auxquels on n'avait pas pensé. Sur le port d'Halluin, vous avez des voitures. Valeur auto. Là, bon, on parle justement actuellement dans les actualités en disant il y a, je crois, un quart des voitures ou un cinquième qui disparaissent dans des casses illégales. Bon, par contre, Dieu merci, il existe des circuits qui sont globalisés, mais bon, la voiture, elle arrive, elle est un petit peu cabossée, mais enfin, bon, elle sort à la fin, elle est triée entre le verre, le plastique, la ferraille, le textile des sièges, etc. C'est vraiment, c'est bluffant. Et ces produits, ils ne sont pas simplement mis là bon, pour faire beau, et puis après, non, ils vont avoir un réusage. Galop plastique, bon, sur le port d'Halluin, ils récupèrent les bobines, les cartons des bouteilles de Coca-Cola, etc. Tout ça, c'est transformé en polyéthylène, et c'est utilisé pour refaire des tableaux de bord des voitures. Pourquoi ? Parce que les constructeurs automobiles ont la nécessité de plus en plus d'intégrer un pourcentage de produits recyclés. Eh bien ça en fait partie.
Et ça existait déjà il y a de nombreuses années. Hein, je reparlais des pionniers qui ont lancé le mouvement. Alors, j'ai mis ici le nom des principales entreprises, hein, les 13 qu'on avait identifiées, pour parler un peu de l'aspect surface. Parce que bon, on dit en effet, bon, il faut de la place pour recevoir les produits, les décharger, comme la plupart sont situés bord à canal, pas tous, mais quelques-uns. Il faut un quai pour pouvoir recevoir les produits qui sont amenés, ou une zone, si c'est ramené par camion, une zone où on va recevoir les poids lourds. Le stockage, ensuite le tri, ça bon bien entendu ça prend de la place. Ensuite il faut pouvoir stocker séparément les différents produits issus des phénomènes de triage. Et ensuite, eh bien, prévoir aussi le réenvoi, donc la réexpédition des produits vers d'autres plateformes ou éventuellement vers le client final si le produit une fois trié est réutilisable en état. Ces 13 entreprises, c'est 41 hectares sur le port de Lille. 41 hectares, ça représente 19% de la voirie dont nous disposons hors voirie. De la surface dont nous disposons hors voirie, pardon. Vous voyez, bon, la fatigue qui commence à s'installer. Donc bon, proportionnellement, par rapport aux 25% et aux 30% en tonnage et en tonnage fluvial, on est moins. Donc bon, c'est-à-dire on est tout à fait en possibilité de pouvoir recevoir des entreprises comme ça, leur accorder des espaces fonciers sur lesquels elles vont pouvoir se développer, sans en être gênés pour nos autres activités. Alors, NIMBY. C'est ce dont je parlais tout à l'heure en entrée, c'est de dire, bon, la peur irrationnelle que peuvent générer tous ces termes, économie circulaire, réemploi, etc. On le connaît ici, c'est clair au niveau du port. Si vous parlez notamment à des élus, vous leur dites recyclage, réemploi, économie des ressources, tout ça, ils applaudissent. Quand vous commencez à parler économie circulaire, il y a un sourcil qui se lève, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on dit, bah, monsieur le maire, on a ambition d'installer sur notre terrain une entreprise qui travaille dans l'économie circulaire, qui va recycler tel type de produit déchelés du bâtiment. Ah non, pas de ça. C'est-à-dire, c'est bien, il faut le faire, mais not in my backyard, hein, c'est le syndrome NIMBY, donc on parle partout maintenant, bon, qui est connu, on avait rencontré une délégation uruguayenne il n'y a pas très longtemps, même eux, ils savent ce que c'est que NIMBY. Eh bien, bon, not NIMBY, nous, on y est confrontés, et c'est ce sur quoi il faut tenir bon. C'est-à-dire, bon, pour les acteurs de l'économie circulaire, il y a une issue, il faut expliquer. Il faut expliquer sans arrêt ce que c'est, parce que bon, il y a plein de fausses idées qui circulent. Les gens, ils savent pas ce que c'est. Quand ils savent pas, ils ont peur. Il faut j'ai dû ouais. Quand ils savent pas ce dont il s'agit, ben, ils ont peur. Et puis tout de suite, le symbole, c'est ah non, c'est certain que c'est passé un tas de déblais du bâtiment qui arrive. Il faut trier les planches de bois, les parpaings, le plâtre, etc. Enfin, on peut pas installer partout une filiale du SNES ou de Airbus. Il faut aussi toutes ces activités qui sont socialement, sociétalement, je dirais même, encore plus importantes. Donc aujourd'hui, à notre avis, et c'est ce qu'on demande quand on a nos clients en face de nous en disant, venez, invitez les gens, montrez-leur ce que vous faites pour casser toutes ces idées. Oui, bon, c'est une friche, on récupère tous des déchets, on les fait n'importe comment, etc. Non, pour bien montrer à quel point c'est technique. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de visiter une entreprise qui gère des bennes dans lesquelles on peut déposer des déchets, etc. Mais c'est faramineux. La façon dont c'est géré. Il y a des puces sur chacune de ces boîtes, etc. Ils ont des tableaux qui leur montrent le taux de rotation, etc. Pourquoi? Parce que le patron nous dit clairement, il nous dit, moi, les produits que je prenne, ils ont très très peu de valeur. Je ne peux pas me permettre qu'une benne, elle soit 2 jours inemployée pour quelque chose. Je ne peux pas me permettre qu'une partie de ce que je vais récupérer en ferraille ne soit pas au rendez-vous au moment où j'en ai besoin. Donc, au niveau tracking, gestion des flux, etc., le domaine de l'économie circulaire, bon, le domaine du recyclage, etc., c'est sans doute un des plus en pointe. Il faut le faire savoir. Il faut l'expliquer, il faut le faire savoir, bon, pour un peu casser ces idées de sous-économie, sale, pas propre, pas sexy, etc. Alors, à côté de
de ces grandes idées, ces aspects théoriques. Bon, je voulais préparer 2-3 exemples de ce qui a déjà été fait, alors qui sont des modèles qui peuvent être reproduits, etc. Bon, je suis remonté à 2017 parce que le premier cas où vraiment ça a été mené à grande échelle, ça a été dans le cadre de l'Illenium, hein, donc le centre commercial au sud à l'île Sud, hein, donc sur lequel il a fallu préparer le terrain. Il y avait 200 000 tonnes de craie qui étaient à évacuer pour pouvoir construire les fondations, etc. Dans ces 200 000 tonnes, il y a 80 000 tonnes qui ont été faites par la voie d'eau. Comment ça se faisait? Eh bien, sur le chantier, les déblais, donc la craie, était chargée à bord de bennes, tirée par des tracteurs. Ensuite, ces tracteurs rejoignaient le port de Lille, distant de 4 à 5 km. Ensuite, ils passaient sur des voiries du port. Ils déposaient les matériaux bord à canal et ensuite, on les mettait à bord de bateaux. J'ai des éléments plus précis ici. Donc en fait, ça fait 2400 tonnes qui étaient chargées chaque jour. Donc 2 bateaux de 2200 tonnes. Il y a 4 barges qui avaient été alignées dans le système. Et ça a été fait en un temps record. C'est ça aussi, c'est que quelque part, lorsque on a pu mettre en place des systèmes pour massifier les déchets à un point, mettre en place la ligne de transport, et ensuite, bon, l'aspect fluvial pour pouvoir acheminer les produits là jusqu'à Blaringhem à l'occasion, ben, on arrive à faire des choses bon, dans des délais qui avaient été vraiment très courts et sur lesquels ça s'est fait. Et là, bien entendu, il n'y a pas un seul partenaire. Dans ce cas-là, qui c'est qui travaille là-dessus? Eurobarging, bon, Verdipol, c'était l'entreprise bon, qui était en charge du chantier et donc qui a choisi cette solution. Eurobarging, c'est la société qui gère les barges, hein, donc qui avait mis à disposition les 4 barges affrétées hein, pour pouvoir organiser le transport fluvial entre Lille et Blaringhem. Ok, VNF, gestionnaire du réseau des voies navigables, donc bien entendu partie prenante dans l'affaire, et Port de Lille, c'est-à-dire l'endroit mis à disposition pour pouvoir effectuer les transbordements. Et bon, voilà, ça s'est passé sans aucun problème, il n'y a pas eu de NIMBY, hein, ça s'est fait très bien. Une fois que comment dire, le projet a été mené à bien, bah, tout a été nettoyé, remis en état, et voilà. Alors, 3200 allers-retours en semi-remorque entre Lille et Blaringhem, ça circule pas terrible hein, en temps normal. Bon, bah, alors, 3200 allers-retours en remorque évités, bah, c'est quand même déjà ça. Après, bon, c'est pas moi qui fais les calculs derrière les 52 000 litres de carburant et puis les 134 tonnes de CO2 non émises. Enfin, comme maintenant, toutes les entreprises sont tenues de mettre le nombre de tonnes évitées, etc. Ça va très vite. Hein. Dans le domaine des transports, c'est magnifique. Il y a des économies à faire dans ce domaine-là, c'est magnifique. Regardez, le simple transport des ordures ménagères entre le CVO de Los-Sequedin et les CVE de Halluin, sur 40 km à peine, ça représente 1750 tonnes de CO2 évitées chaque année. 1750 tonnes. Alors bon, sur les bilans sociaux, ça fait quand même très très bien de pouvoir le mettre. Hein, et bon, après, il y a le bien que ça nous fait à nous. Bon, ça par contre, c'est difficile à quantifier de façon chiffrée. Alors ça a été le premier gros essai qui a été mené, hein, donc bon, sur le chantier de l'Illenium entre l'île Sud et le port de Lille. Alors ça, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Oui, bon, j'ai fait les 2 branches, la plus vieille et la plus récente aujourd'hui. Donc bon, en 2023. Sur le port de Lille, je fais une publicité en même temps, comme ça au moins, bon, nous sommes en train de créer une station multi-énergie. C'est-à-dire c'est une station sur laquelle vous aurez la possibilité de vous approvisionner en électricité, en GNL, en GNC et en hydrogène. Alors bon, ça, on est en train d'attribuer le marché, ça va être attribué d'ici la fin de cette année. Construction de la station l'année prochaine. Et donc ensuite, vous aurez la possibilité aussi bien pour vos véhicules que pour vos véhicules routiers poids lourds que pour des véhicules légers, de venir vous approvisionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la mesure où on a laissé une chicane pour que ce soit ouvert, même quand le port de Lille est fermé. Bon, simplement, pour pouvoir libérer cet espace au port de Lille, bah, il a fallu déconstruire un entrepôt qui n'avait plus d'usage. Hein, on l'a cassé, hein, donc bon, voilà ce qu'il en restait, le malheureux. Hein, donc bon, pas de cœur, ces gens du port. Hein, c'est vrai que. Donc on a déconstruit ces entrepôts, donc on a récupéré nous-mêmes des déblais.
ça aurait été dommage quand même que nous, prônant l'économie circulaire, etc., bah, on appelle un transporteur routier, on dit bah, ce serait bien que vous veniez nous enlever tout ça. Ça représentait quand même quelques milliers de tonnes. Et bien donc ça a été fait également par la voie fluviale. Hein, donc on a regroupé ces déchets. Il y a un opérateur qui est venu déjà quand même conclasser un peu plus parce qu'il y avait quand même des plaques, des choses importantes. Donc bon, nous la chance qu'on a, c'est que à la différence d'autres endroits, on a la possibilité déjà de faire un pré-tri des premiers travaux sur le site, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand vous êtes dans un chantier de rénovation urbaine en plein centre-ville, vous devez évacuer les déchets, vous n'avez pas le temps de faire ce premier tri. Bon, nous par contre, on avait cette possibilité. Donc les produits étaient amenés ici, bord à voie d'eau, et on a chargé directement des barges. Alors, est-ce que j'ai mis... Non, j'avais pas mis de chiffres. Bon, sur les derniers chiffres qu'on m'avait donnés là-dessus, c'était 6000 tonnes. 6000 tonnes de déblais qui ont été évacuées par la voie d'eau. Alors bon, c'est beaucoup moins que les 80 000 tonnes de l'illénium, hein, bien entendu. On voit que ça peut marcher là aussi bien sur des gros chantiers que sur des petits volumes. Alors, on massifie, là encore. Et au port de Lille, maintenant, on sait que il suffit, si on a une déconstruction menée à bien, on sait, on casse, on démolit, on regroupe, on trie ce qu'on peut, et ensuite on envoie par la voie fluviale. Parce que bon, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus neutre pour l'environnement. Alors, on a un autre projet sur le port de Lille. On l'a pas les villages, enfin, c'est village des matériaux, du réemploi et de la logistique inversée. C'est magnifique, hein, bon, on va le mettre sous forme acronyme parce que sinon c'est trop long à dire. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On est à 4 partenaires là, sur ce dossier. C'est VNF, qui est le gestionnaire du réseau. On a la ville de Lille, parce que le site du port de Lille est situé commune de Lille. On a la MEL, parce que c'est un projet qui va vraiment impacter l'aire métropolitaine et pas uniquement la ville de Lille, et puis le port de Lille. Qu'est-ce qu'on veut faire là avec ce village des matériaux? En fait, on va offrir à proximité des chantiers de rénovation urbaine, hein, ces grands chantiers qui ont commencé à Lille et qui vont se poursuivre pendant plusieurs années, eh bien, en fait, on va recevoir sur ce village les déblais qui ont été enlevés donc, de ces sites, tout ça, qui n'ont pas pu être triés sur place parce qu'il n'y a pas assez de place, parce que bon, il faut vite que ce soit enlevé, etc. Donc bon, ces déchets, ces matériaux, au lieu de tout de suite les charger en bateau, eh bien, on va les trier, voir qu'est-ce qui peut être réemployé directement, qu'est-ce qui peut être utilisé déjà dans des filières identifiées, et puis ce qu'on doit envoyer chez dans ces fameuses plateformes dont on a parlé en début de présentation. C'est-à-dire bon, une sorte de tri intermédiaire qui va pouvoir être fait pour rendre plus efficace toute la chaîne. Je pense par exemple, on va recevoir des produits qui viennent de rénovation urbaine dans le secteur Concorde. Dedans, il y a des logements. Imaginez, dans ces logements, bah, vous allez recevoir des tas dans les gravats, vous allez avoir bon, des briques, des parpaings, des plâtres, des boiseries, etc. Des faïences. Des faïences, bon, dont certaines qui sont encore intactes, etc. Vous, en tant que particulier, vous, moi, bon, eh bien parfois on a besoin simplement pour recarreler un petit espace au bord du jardin de quelques faïences, etc. Eh bien plutôt que de les chercher partout, bah, là, on les a sur place. On crée ce qu'on appelle une matériothèque, c'est-à-dire on regroupe tous ces petits éléments qui peuvent avoir un usage. Hein, et on les met à disposition là, bon, de gens qui peuvent venir l'utiliser. Alors ça peut être des entreprises, ça peut être des artisans, ça peut être même des particuliers à terme. Alors bien entendu, il faut voir tout ça, comment ça se passe. C'est pour ça qu'on lance une étude à 4 partenaires pour voir un peu la façon dont on ordonne ça. Mais le but, c'est de pouvoir faire en sorte que ces produits, plutôt que de ne pas avoir d'avenir, bah, ils puissent être réutilisés sur place. Ça, c'est le réemploi. La logistique inverse aussi, bah, c'est que les produits qui n'auront pas d'usage local, qu'on ne va pas pouvoir utiliser, le but, c'est de pouvoir les expédier vers les centres de tri, vers les opérateurs par la voie fluviale. Là encore, toujours dans un but d'économie. On peut l'envoyer à moindre coût par la voie fluviale en massifiant, parce que là, bien entendu, on reçoit des produits qui viennent de différents chantiers, on les massifie, on les envoie vers tel point qui va pouvoir les recycler ou tel point sur lesquels plusieurs opérateurs vont se mettre ensemble pour dire bah tiens bon là-dessus il y a un tri à faire, bah, là il y a du bois qui m'intéresse, là il y a du plâtre, là moi il y a des métaux, etc. pour pouvoir valoriser, etc. Donc c'est-à-dire là c'est le deuxième aspect, c'est favoriser l'usage du transport fluvial, hein, comme on l'a vu. La matériothèque, ça c'est dans le cadre également d'un projet européen, puisque le but, on n'est pas tout seul dans ce domaine-là. Les Français, on n'a rien inventé.
Hein, on est dans un mouvement européen, voire même mondial, du moins je l'espère, hein, c'est mon côté optimiste. Donc on est dans un mouvement général, et donc le but, c'est de faire en sorte de pouvoir créer de nouveaux services. La matériothèque, là, bon, c'est un projet européen. Il faut savoir quand même que des villages de matériaux, j'aurais bien aimé avoir inventé le mot, ça existe déjà. Hein. Il y en a un qui est situé sur le port de Bruxelles, il y en a un qu'on est allé voir. Alors il y a des idées à prendre, mais il y a des choses aussi qu'on doit pouvoir améliorer. Il y a des idées également sur le port de Stockholm. Là, on n'y est pas allé, on attend qu'il fasse moins froid. Mais bon, où ils ont également ce genre de service, etc. Et donc, bon, le but, c'est de pouvoir voir est-ce qu'on peut transposer ces idées qui ont été menées ailleurs. Est-ce qu'on peut les transposer ici, à Lille. Bon, sachant que une des conditions qui ont été mises là-dessus, c'est que, bien entendu, on crée l'outil à Lille, au départ, mais on étudie aussi la façon dont il peut être transposé ailleurs. C'est-à-dire, bon, quels sont les points, les points de garde sur lesquels il faut faire attention, ce sur quoi il faut prendre garde, quels sont les pièges à éviter, etc., pour recréer un village de matériaux à Douai, pour recréer un village de matériaux à Valenciennes, etc. Bon, donc partout là où il y aura une pertinence à pouvoir le faire. Et je pense que dans notre région, avec quand même la densité urbaine qui est la nôtre, il y a des chantiers de rénovation urbaine, c'est pas prêt de s'arrêter. Il y en aura toujours. Et bien bon, au fur et à mesure qu'on se sera structuré pour pouvoir offrir des espaces comme cela, eh bien nous aurons la possibilité de créer de nouveaux villages des matériaux. Alors comme je n'ai pas la liste des gens qui assistent à la réunion, je ne sais pas, mais enfin bon, si vous êtes vous-même dans le domaine de l'économie circulaire, etc., il y a de grandes chances que vous serez approché par l'agence qui va faire l'enquête, parce que bon, bien entendu, nous on a besoin d'abord de l'avis des professionnels aussi. Bon, il faut savoir, on va vous présenter nous ce qu'on voit, et puis après il faut voir comment vous voyez les choses. En se servant de votre expérience, comment vous voyez pouvoir travailler avec cet outil. Il faut aussi qu'il vous serve. Le but, c'est pas simplement nous de faire un village de matériaux. Hein. Bon, on a des tas de façons de s'amuser différentes. Le but, c'est de créer un village de matériaux qui soit un outil qui va servir à toute la filière, pour la rendre toujours plus efficace, et éventuellement aussi pour casser cette mauvaise image qu'a l'économie circulaire auprès de la population. Alors, j'ai beaucoup parlé, donc je vous ai présenté le concept, on a vu quelques exemples. Bon, que tirer de tout ça en fait? Quand on regarde la façon dont ça se passe aujourd'hui, quand on regarde les chiffres en particulier, en fait, on est pratiquement dans un changement de paradigme. Alors, le mot est facile, on aime bien le dire, bon, mais quand on y pense, si on pousse le mouvement toujours plus loin, les matériaux de carrière, il y en aura de moins en moins qui seront utilisés. Parce que une des finalités de tout cela, c'est de faire en sorte de moins prendre dans les ressources naturelles. Donc bon, vous aurez des flux de matériaux de carrière qui vont diminuer, c'est-à-dire les matériaux dont on va pouvoir, qui peuvent être remplacés par des matériaux recyclés. Bon, quelque part, est-ce que c'est un mal en soi? Non, parce qu'en fait, ce qui ne sera pas transporté en termes de matériaux depuis les carrières, etc., ce sera des matériaux qui vont être recyclés, qui vont circuler entre les points où ils auront été recréés, réaménagés, et puis les points où ils auront un usage. Donc en fait, simplement, ce sera un changement de type de flux. Alors c'est vrai, quand ça vient d'un carrière, on a des schémas bien identifiés, ça vient de telle région vers telle autre région. Là, par contre, ce sera beaucoup plus diffus. Mais simplement, dans une région, vous aurez quelques grands centres, quelques grands faiseurs qui travaillent dans l'économie circulaire, qui vont être capables de pouvoir produire des matériaux pratiquement neufs à partir des matériaux anciens, des matériaux qui vont avoir une valeur, là, c'est-à-dire dans le cadre de process. Il y aura de nouvelles chaînes de transport qui vont devoir être mises en place. Donc c'est-à-dire que ça ne changera pas fondamentalement les volumes, mais simplement, par contre, ce sera peut-être encore un peu plus compliqué au niveau des origines et destinations, parce que ce sera plus diffus. Donc bon, ça favorisera le transport fluvial dans un premier temps au niveau de tout ce qui est les gros volumes. Par contre, derrière, il faudra toujours des camions pour transporter. Bon, on a beau être port, nous, c'est une hérésie quand on nous dit, oui, on peut faire une économie sans camions. Une connerie. Donc bon, il y aura toujours des camions. Bon, simplement employés sur des axes bien particuliers, etc. Quand on voit aujourd'hui des sociétés comme les enrobés, les usines enrobées, pour les enrobés routiers, ils sont jugés sur quoi? À chaque fois qu'ils nous présentent un nouveau plan pour les changements de machines,
c'est des machines qui ont toujours une capacité à prendre de plus en plus de pourcentage de matériaux recyclés. À terme, on se dit, bah, il n'y aura plus que des matériaux recyclés dans ces usines. Alors, il y a un moment où on arrivera peut-être à une balance, on n'ira pas au-delà. Enfin, actuellement, c'est comme ça. Bon, ça, bien entendu, bah, tout ça, ça génère aussi de nouveaux flux. Nous, en tant que port, bah, notre but, c'est de pouvoir adapter nos outils pour pouvoir suivre ces flux, les accompagner autant que possible, les devancer si on est très fort. Mais enfin, bon, ça devient un peu compliqué, là, parce que bon, chacun son métier. Mais bon, donc là, c'est vraiment le point sur lequel on regarde actuellement. Et alors, l'économie circulaire, je vous dis, nous, le point actuellement qui est le plus difficile pour nous, c'est l'acceptabilité. Il faut faire comprendre ce que c'est. Et alors là on ne pourra pas, nous, en tant que port, le faire tout seul. Parce que bon, on est jugé comme étant partie prenante et puis on dit, bon, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, nous, nos clients, on les voit. Hein, j'ai les Boudelets, j'ai les Vertipoles, j'ai les Ortec, j'ai les Gallo, etc. Bon, qui sont sur place, dans nos ports, qui travaillent, qui développent des flux, qui font du transport fluvial, parfois du ferroviaire, bon, beaucoup de fluvial et tout ça. Mais montrez-leur ce que c'est. Il faut leur montrer ce que vous faites, si vous êtes dans ce milieu-là, comme je suppose. Montrez-leur ce que vous faites. Et là, de ce fait-là, ce sera beaucoup plus facile, déjà pour vous, d'obtenir les autorisations quand vous demandez à vous agrandir. Parce que bon, on a eu quelques cas très déplaisants ces derniers temps. Et puis, quelque part, nous aussi, ça nous aide quand on ira pour implanter sur certains de nos terrains des opérateurs de l'économie circulaire pour pouvoir accroître le transport fluvial, pour pouvoir accroître la multimodalité et pour qu'on aille vraiment dans ce qui nous est demandé, nous. C'est-à-dire faire en sorte de participer à un certain rééquilibrage des modes de transport. Je vous rappelle, au niveau français actuellement, que les chiffres officiels, 89% par la route, 9% par le fer, 2% par la voie d'eau. Pourtant, on a 27 000 km de voies ferrées et on a 6 500 km de canaux. Donc bon, et 1 100 000 km de route. On doit pouvoir faire mieux. Donc bon, et l'économie circulaire, avec les flux importants qu'elle génère, là, c'est des millions de tonnes, ça peut jouer son rôle dans ce domaine-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors j'ai pas été trop long, donc j'ai à peu près respecté. Donc bien entendu, je suis disponible pour vos questions. Et puis là, on n'a pas besoin de les contingenter une par personne, parce que bon, de ce côté-là, ça va. Bonjour, oui, c'est bon. Vous êtes dans le Nord, le pays des gigafactories. Est-ce que dans le circulaire, il y a les retraitements de batteries, recyclage de batteries? Je pense que oui. Pour l'instant, j'en vois pas, je veux dire, je n'en ai pas. Mais enfin, quand on voit les volumes que ça représente, etc., je suppose que là, il y aura une filière vraiment spécialisée pour ça. Là, bon, ceci dit, intuitivement, je dirais que dans la mesure où quand même, dans une batterie, vous avez des produits quand même de toutes sortes, y compris des produits qui sont pour certains dangereux, ce sera des unités vraiment très spécialisées. Mais il me semble d'ailleurs avoir lu que lorsqu'ils installent les gigafactories, ils pensent déjà plus ou moins aux unités qui vont être chargées de gérer la suite. Mais bon, à terme, oui. Si demain la voiture électrique devient de plus en plus importante en nombre, etc., en proportion par rapport aux autres types de moteurs, de toute façon, il faudra, on n'aura pas le choix. Et même si c'est pas vous qui démantelez, si j'ai bien compris, c'est Oui, côté, nous, on est... Par contre, sur les flux dans le port, que ce soit fluvial ou maritime, ça a de l'impact sur vous? Non, actuellement, non. On n'a pas ce type de flux qui passe par le port. Ou alors c'est sans qu'on le sache. Mais bon, par contre, on a tout à fait la possibilité de recevoir des bateaux qui reçoivent y compris des marchandises dangereuses. On a participé à un groupe de travail au niveau du ministère justement pour savoir les sites, les ports sur lesquels on avait la possibilité de recevoir des produits dangereux, et cela en sont. Tous nos sites sont répertoriés comme ayant la possibilité d'eux. Alors après, bien entendu, il faut voir quels sont les protocoles en termes de durée de stationnement, le type d'opération qu'on y mène, la façon dont c'est stocké, les procédures d'alerte au cas où. Mais par contre, ça a vocation. N'oublions jamais quand même que le mode de transport le plus sûr, c'est le fluvial. Donc c'est-à-dire que bon, si demain il y a des flux qui se baladent de ce type de produits en abondance, ce sera mieux de les avoir en bonne partie sur la voie d'eau que de les avoir à bord de camions ou qui traversent les villes le cas échéant, ou de trains, sur le cas avec les risques avec les passagers. Mais bon,
Mais c'est vrai que c'est un domaine sur lequel il y aura beaucoup d'évolution. Mais je pense quand même que les industriels ont dû travailler déjà sur la façon, l'après, quoi, l'utilisation. D'autres questions? Aurais-je été aussi complet? Écoutez, je vous remercie du compliment, mais bon, j'ai du peine à le croire. Oui? Quelle surface de stockage vous pensez pouvoir avoir sur le port de Lille? Voilà, comme je l'ai indiqué au tout début, pour l'instant, il y a 64 hectares, je crois, bon, 62 ou 64 hectares, qui sont affectés à des unités qui effectuent de l'économie, qui est du recyclage, qui évoluent dans l'économie circulaire. Nous, nos disponibilités foncières sont quand même, elles se réduisent, mais ce qu'on voit quand même, c'est que de plus en plus, lorsqu'on est amené à changer des terrains, c'est-à-dire, bon, nous, c'est uniquement des chaises musicales maintenant, parce qu'on est pratiquement plein sur tous nos sites, bon, de moins en moins d'entreposage. Par contre, de plus en plus de tout ce qui est, en effet, recyclage, économie circulaire, énergie, etc. Donc bon, je pense que la proportion affectée à des unités économie circulaire va augmenter. D'autant plus que, comme je l'ai indiqué au départ, la frontière entre BTP matériaux et puis économie circulaire, elle est vraiment très ténue. À terme, si demain je disais, bon, j'ajoutais les flux du BTP matériaux, économie circulaire ensemble, j'arriverais pratiquement à 6,5 voire 7 millions de tonnes. C'est-à-dire bon, la quasi, pas la quasi totale, mais enfin la majeure partie des flux de port de Lille. Et à terme, ça va être ça, parce que bon, les entreprises de BTP, elles font de l'économie circulaire, même dans leur façon de fonctionner maintenant. Elles utilisent elles-mêmes des produits recyclés, elles sont amenées à envoyer vers le recyclage les produits qu'elles retirent de leur chantier, leurs sous-produits, etc. Donc bon, je pense que en effet, les ports vont devenir quand même des pôles majeurs pour tout ce qui est économie circulaire. C'est pour ça que je plaide beaucoup pour que ce soit présentable, respectable, etc. Parce que bien entendu, nous, il faut aussi montrer que bon, ce qu'on reçoit, c'est des entreprises qui ont un objectif sociétal très élevé. J'emploie le gros mot, allez, RSE. Montrer que nous avons tous une RSE très développée. Voilà, alors je reste à votre disposition, hein, si vous voulez, j'ai des cartes, j'en ai ramené quelques-unes pour pouvoir le remettre si vous le voulez. Et donc n'hésitez pas, donc bon, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, je pense qu'on sera en replay. Et portdelille avec un s.com, notre site internet. Hein, et donc bon, on sera toujours heureux de vous accueillir et puis de vous expliquer un peu ce qu'on veut faire. Voilà, merci beaucoup en tout cas.